Bref, j'ai vu la saison 2 de Bref, j'ai trouvé ça moins bien que la saison 1 de Bref, et comme tout le monde trouve ça génial, 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 c'est génial, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour contrebalancer ce miel ambiant. Alors là, je sais, vous allez me dire, attends Théo, si c'est pour faire du négatif pour du négatif, non merci, et en plus ta chaîne, c'est pas une chaîne de critique ciné ou série. Attendez, pas si vite, en fin de vidéo, on fera le lien justement avec nous en tant que vidéastes, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos propres vidéos. En ce qui concerne le négatif, je tiens à le préciser, moi à la base, je suis un fan absolu de Bref saison 1. J'ai dû regarder, je pense, 3 ou 4 fois l'intégrale. Je trouve ça super juste dans le message, dans l'écriture. Le montage, bien sûr, avec mon œil de monteur, je trouvais ça super bien fait, mais sans que ça soit too much, c'est-à-dire que c'était vraiment au service d'une histoire super bien chiadée. Et vraiment, moi, ça m'a touché, c'est-à-dire que là, quand ils ont annoncé Bref 2 d'une manière ultra tardive, je m'y attendais pas du tout. Je me suis rematé l'intégrale de la saison 1, et pour vous dire à quel point je kiffe, déjà, j'ai trouvé ça aussi drôle qu'à l'époque, et surtout, il y a des moments très touchants dans la saison 1. Moi, il y a 2 épisodes où je me suis mis vraiment à pleurer à la fin de l'épisode, donc c'est des épisodes courts d'1h30, mais où vraiment ça m'a touché quoi, en termes d'émotion. Je crois qu'il y a l'épisode qui s'appelle Bref, je suis vieille, sur la vieillesse, que je trouve super bien écrit et du coup hyper touchant même si c'est un format très court. Et l'autre épisode, je crois que c'est Bref, on est des gamins, sur les rencontres, les relations amoureuses, etc. Donc voilà, je pose un petit peu ces bases-là parce que je suis un ultra convaincu du produit à la base. Donc j'étais très impatient de voir ça. J'ai invité 3 potes chez moi, on a sorti les bobounes, les M&M's et on a lancé la série. Et comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai été très déçu de cette saison 2. J'avoue, j'avais des attentes très élevées, donc peut-être que ça joue aussi et que ça crée un gros contraste. Je dis pas que c'est mauvais, je trouve que globalement c'est plutôt bon. Il y a même des passages excellents dont je vous parlerai juste après. Mais quand je regarde les retours en commentaire du premier épisode qui a été diffusé gratuitement sur YouTube, franchement j'ai vraiment l'impression d'être en contraste total avec le discours majoritaire. C'est rare que je regarde autant en détail les commentaires sous une vidéo, mais là j'étais vraiment en train de rechercher est-ce qu'il y a un peu de négatif, et franchement ça se compte sur les doigts d'une main. Et c'est pareil sur toute la com qui a été faite. Bon après ça reste de la promo, donc c'est sûr qu'ils vont pas descendre la série. Mais voilà, j'ai entendu plein de journalistes dire « Ah putain, c'est beaucoup mieux que la saison 1, machin ». Non, calmons-nous, calmos. Pour moi, ça marche moins bien et je vais vous détailler pourquoi dans cette vidéo. En fait, j'ai presque envie de résumer mon avis à « c'est la saison de trop ». C'est-à-dire qu'ici, on a affaire à une série qui a eu un gros succès il y a 10-15 ans, faite par des gens qui à l'époque n'étaient pas du tout connus, donc ils n'avaient pas forcément beaucoup de budget, un état d'esprit, on fait avec les moyens du bord, on fait ça en équipe, entre nous, et on vient un petit peu bousculer les codes avec ce format court. Et je trouve que ça marchait très bien parce qu'il y avait une certaine humilité dans la façon de créer la série. Je trouve que là, sur cette saison 2, on est vraiment à l'opposé, c'est-à-dire qu'on est sur une espèce de super production qui dégouline de budget à chaque séquence. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment voilà, qu'ils ont eu le budget, l'argent de Disney+ pour se faire plaisir. Et dans l'absolu, moi, ça ne me dérange pas forcément qu'il y ait du budget sur ce type de série, mais c'est juste que, voilà, on ressent vraiment le côté « Ok, on a mis les moyens, on va vraiment faire un truc en mode super production ». Et en plus de ça, vu qu'ils ont décidé de faire non plus du format court de 1h32 minutes, mais des formats de 30-35 minutes, c'est un petit peu comme si on avait voulu amener le truc un petit peu léger, esprit jeune et dynamique qui pète pas plus haut que son cul, dans la cour des grands, c'est-à-dire limite le cinéma, machin. Donc du coup, on met des moyens qui vont avec. Mais je sais pas, moi personnellement, ça m'a pas du tout touché de la même manière, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup moins touché par cette saison 2 que la saison 1. Là, pour l'instant, je parle que de la forme et pas du fond, mais grosso modo, le fond, pour moi, c'est à peu près le même. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est une sorte de loser qui, dans la saison 1, avait 30 ans, là, il a 40 ans. Certes, il a quelques problèmes en plus, mais grosso modo, on reste à peu près dans le même esprit. Mais vu qu'on n'a plus du tout le côté léger en termes de mise en scène, personnellement, ça me touche pas parce que j'ai l'impression que bon, voilà, ok, c'est un loser et tout, mais est-ce qu'on a besoin de faire des mouvements de caméra dans tous les sens, faire une super production hollywoodienne pour montrer finalement quelque chose d'ultra simple? Ça me fait un peu penser à la série En Thérapie qui est passée sur Arte avec 2 saisons où on voyait différents profils de gens plus ou moins lambda passer sur le canapé de leur psy et du coup on avait pas mal d'interactions, mais en termes de mise en scène ça allait pas beaucoup plus loin que du chant contre chant, le psy, le patient, le psy, le patient. Mais en vrai ça marchait très bien parce que ce qui est important c'est surtout ce que la personne vient raconter, c'est les échanges, c'est la profondeur de ce qui est dit, et moi j'avais été très touché notamment par la saison 1. Ici on se retrouve avec un Bref sous stéroïdes avec 15 000 effets à la minute, et moi personnellement franchement, je suis pas du tout rentré dedans. J'ai l'impression de voir une bande démo de réalisateurs, de monteurs,
regardez tous les effets qu'on sait faire. On sait dédoubler un mec, on sait faire un effet de voiture qui accélère au bord de la forêt avec les phares. Et à la fin, un gros coup de freinage et notre héros qui passe à travers la vitre. Waouh, c'est bien fait, bravo pour les effets spéciaux. Mais perso, c'est pas ça qui me crée des émotions. En fait, je trouve que c'est too much. Alors là, vous allez me dire, ouais, Théo, t'es négatif, t'es relou. Franchement, tu pourrais mettre un peu de miel dans tes propos, comme tout le monde. Effectivement, je peux mettre un petit peu de miel si vous en voulez. En plus, on est en hiver, donc c'est toujours réconfortant. Globalement, il y a pas mal de passages que j'ai aimés, des petites idées par-ci par-là que j'ai trouvées bonnes, parce qu'en fait, c'est tellement dense un épisode de 30 minutes de bref que forcément, tout n'est pas acheté. Mais si je devais ressortir une séquence qui m'a vraiment marqué, où j'étais mort de rire, et d'ailleurs on était tous les 4 morts de rire en train de bouffer nos M&M's, c'est cette séquence de l'oncle qui reçoit un coup de téléphone et qui apprend qu'il vient d'être tonton. Et du coup, il prend sa valise et il rejoint l'académie des oncles pour apprendre à être un vrai tonton. Et ça, franchement, moi j'ai trouvé ça hyper drôle. Déjà dans la saison 1, j'adorais le personnage de l'oncle qu'on voyait pas jeune, on voyait que plus âgé. Mais là, en fait, on voit comment il est devenu comme ça. Et déjà, dès qu'il arrive, on voit des mecs faire la chenille et tout. Et en fait, du coup, ici, on n'est pas sur un effet de mise en scène. On est finalement sur de l'écriture et sur du jeu. Et on va être sur toute une séquence comme ça où c'est super bien joué, je trouve d'ailleurs, par celui qui joue l'oncle, qui au début est très crispé, machin, c'est pas le bon beauf en gros, et on va lui apprendre à être un bon beauf, et tout va passer par le jeu d'acteur, par les dialogues, par l'écriture, et on n'a pas besoin de mettre 150 000 effets, c'est-à-dire que sur toute cette séquence-là, il n'y a que des cuts, éventuellement des petits mouvements de caméra, mais voilà, c'est que des cuts, chant contre chant, etc., etc. Voilà. Donc en fait, moi, je trouve que c'est ça ce qui marche bien dans Bref à la base. Et c'est pour ça que j'adore ce que fait Kian Kojandi et ce qu'il fait avec Navo, son co-auteur. Au-delà de Bref, je suis un grand fan de leur création. J'ai vu les 2 spectacles de Kian Kojandi. Après Bref, ils avaient fait Bloqué avec Orelsan et Gringe, d'ailleurs qu'on revoit dans la saison 2. Je trouve que c'est pas une super idée d'ailleurs. J'avais adoré Bloqué. Ils avaient fait après Serge le Mytho, qu'on revoit aussi. J'ai esquissé un sourire, mais en vrai, bon, si c'est pour faire du fanservice, je vois pas trop l'intérêt, mais j'avais kiffé aussi Serge le Mytho, j'étais vraiment un ultra fan. Et donc, leur talent, c'est l'écriture. Donc, pourquoi avoir besoin de venir mettre une super production, des effets dans tous les sens? On a l'impression qu'ils ont eu tellement de budget de la part de Disney qu'il fallait bien le mettre quelque part. Mais moi, personnellement, en tout cas, ça m'a sorti complètement du truc. Et je pense que j'aurais été plus captivé par un truc plus minimaliste. Et en vrai, je me dis même que, je sais pas si j'aurais pas plutôt préféré finalement qu'ils fassent pas de saison 2, qu'on arrête sur la saison 1, et puis que Bref, reste ça. Parce que pour moi, là, ça a un petit peu sali le produit. Surtout que j'ai du mal à voir en quoi le personnage principal a vraiment pris 10 ans. C'est-à-dire que là, on a affaire à un Kian Kojandi qui, pour le rôle, s'est refait pousser les cheveux, il a repris des kilos, etc. Donc en fait, il est repassé en mode comme il y a 10 ans, alors que dans la vraie vie, il n'a pas du tout ce look-là. Et en fait, on a juste l'impression que c'est le mec il y a 10 ans, mais qui n'a rien fait dans sa vie entre-temps. Donc finalement, je trouve que c'est un peu bizarre d'avoir fait ce choix-là. J'aurais bien aimé le voir dans des problématiques de la vie peut-être un peu plus avancées. Je sais pas moi, la vie de père de famille, être chef d'entreprise, ou du moins gérer une équipe à son travail. Enfin, en tout cas, dans les relations humaines, je pense que ça aurait été plus intéressant que de continuer à jouer le truc de ma coloc, mon machin, mon pote, et finalement je suis un loser dans tout ça. J'avoue que ça m'a un petit peu déçu, et même si on a des thématiques plus profondes qui sont abordées, comme par exemple le cancer de son père, c'est pareil en termes de réalisation. Est-ce qu'on avait besoin de faire une scène de science-fiction qui les représente eux dans un vaisseau, qui sortent pour combattre le cancer comme ça? Enfin, je trouve que en fait, je sais pas, c'est bizarre, on est dans un truc, c'est grandiloquent, c'est hollywoodien, et ça correspond pas finalement à la légèreté de ce qu'on veut aborder. Enfin, en fait là, lui, ce qu'il veut, c'est aborder les sujets qui touchent tout le monde dans la vie, les choses simples. Donc pourquoi venir faire des mises en scène comme ça si poussées? Enfin, moi personnellement, quand je vois une scène comme ça, je me dis ouais, c'est bien, c'est réalisé, ok, ils avaient de l'argent, mais je suis pas pris à ce point-là par la métaphore. Après, c'est peut-être moi, hein, c'est une question de goût aussi, je pense. J'ai jamais été un grand fan de science-fiction, tout ce qui est Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et compagnie. J'ai toujours préféré les films plus réalistes, donc peut-être que c'est une question également de sensibilité. Mais par exemple, quand on parle du cancer de son père, donc là c'est l'oncle qui joue un de ceux qui va se battre pour que son père s'en sorte. J'ai été beaucoup plus touché par cette scène-là de l'oncle qui fait une blague un peu graveleuse à son père qui est sur son lit d'hôpital et qui au final après va aux toilettes, et en fait lui il se rend compte qu'il n'a pas fait de blague en allant aux toilettes, donc il va l'écouter à la porte et il se rend compte que l'oncle est en train de pleurer. Et franchement moi, cette scène-là elle m'a mis la larme à l'œil parce que j'ai trouvé ça hyper touchant de l'oncle en fait qui fait tout le temps ses grosses blagues, mais en fait on se rend compte à quel point c'est un être sensible à l'intérieur. Ça m'a vraiment vachement touché finalement sur quelques plans qui sont simples, alors que toute la mise en scène des combats de machin,
Je me suis dit, ok, c'est cool, ils ont eu du budget, ils ont fait une belle métaphore, mais ça m'en a touché une sans bouger l'autre. Après, oui, il y a quand même des images qui sont bien trouvées. Ça, on peut pas leur enlever. Par exemple, l'histoire des dates et du fait d'avoir un masque quand on rencontre quelqu'un et que du coup, voilà, il y a des masques qui viennent s'afficher sur le visage et que finalement, on montre une version de nous-mêmes qui s'adapte à l'autre pour plaire à l'autre personne et qu'au bout d'un moment, les masques finissent par tomber et que là, on se réveille et on se dit « Oula, c'est pas pour ça que j'ai signé ». J'avoue, c'est une très bonne idée. Mais le problème, c'est que vu que c'est une succession d'idées comme ça qui ne sont pas forcément traitées en profondeur parce que rapidement, on passe à un autre sujet, le cancer, les rencontres, le machin, la coloc, le truc, bah en vrai, pour moi, le format long n'apporte rien de particulier. Dernière chose qui m'a un peu dérangé dans ce bref 2, et après on verra quels enseignements on peut en tirer pour nous vidéastes, c'est que c'est bourré de guests. Donc première scène déjà, on commence avec sa meuf qui est Doria Tillier. Bon là, en termes de guest, à la limite, ça va, c'est plutôt light. On a le mec du Palmacho qui joue le médecin. On a Bertrand Huskla qui joue la version loser du loser, même si c'est quand même drôle la façon dont ils lui ont fait une calvitie. Et surtout, un des gros guests, c'est Jean-Paul Rouve. Alors moi, j'ai pas de problème avec Jean-Paul Rouve, bien au contraire, c'est un des acteurs que je préfère. Mais pour moi, le souci d'avoir autant de guests comme ça, à la seconde, à la minute, c'est que à chaque fois que je vois un plan où il y a un guest, je me dis « Ah putain, c'est cool, il y a Jean-Paul Rouve ». Donc sur le moment, je suis content. Mais je me dis « Ok, on va voir s'il nous fait du Jean-Paul Rouve. On va voir s'il est vraiment drôle comme je l'aime en tant que Jean-Paul Rouve ». Et pour moi, ça, c'est un problème. Parce qu'à partir du moment où on a trop de gens connus dans une série ou dans un film, et bah ça finit par nous sortir du truc, quoi. C'est un peu l'effet Astérix et Obélix. Alors que dans la saison 1 de Bref, il n'y avait pas grand monde de connus, je crois personne, même s'il y avait eu 1 ou 2 épisodes par-ci par-là avec plein de guests, mais c'était vraiment ponctuel dans la série pour se faire un peu plaisir. Le reste du temps, c'était des gens pas trop connus. Donc voilà, là par exemple, on a une autre scène avec Jean-Paul Rouve, avec des effets de feuilles qui tournent dans tous les sens. Quand je voyais cette scène-là, je me disais, ah putain, comment ils ont fait pour faire tourner les papiers? Mais en vrai, ça n'apporte rien, quoi. Oui, c'est beau, mais franchement, l'histoire n'est pas à la hauteur. Pareil, on a cet effet-là, il s'assoit, et puis il y a son truc sur son t-shirt qui avance, mais c'est pareil, c'est une bande démo, ça, de mecs qui sait faire des trucs sur After Effects. Je vois pas ce que ça apporte. J'ai vu dans les commentaires de la vidéo dire, ouais, Jean-Paul Rouve qui dit, il devait s'asseoir 20 minutes, il s'est assis pendant 20 ans, ouais, j'ai pris une claque juste avec cette phrase. Bon, putain, si avec ça vous prenez une claque, je sais pas quel est le niveau, quoi, mais c'est... En plus, il dit qu'il s'assoit 20 ans, et je suis désolé, hein, 98 jusqu'à 22, ça fait 24 ans, donc... Voilà, et puis bon, bah, on a la séquence avec Orelsan et Gringe. Moi, encore une fois, c'est un univers que j'ai adoré, mais finalement, le ramener là-dedans, je trouve que c'est comme si on venait... remuer un peu le passé, on fait du fan service, on fait appel à la nostalgie, mais on n'est pas dans la nouveauté. Et un passage avec Serge le Mito, oui, c'est cool, c'est que des univers que j'ai adorés, mais pour moi, la grande force, ça aurait été de passer à autre chose et d'apporter de la vraie nouveauté. Maintenant, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça en tant que vidéaste? Bah, moi, ça conforte ma position qui est que la forme doit être au service du fond. Je considère toujours qu'il faut passer le plus d'énergie possible sur qu'est-ce que je vais raconter, quel est l'objectif de ma vidéo, à qui je m'adresse, comment je vais faire pour captiver l'attention de mon spectateur pour qu'il reste jusqu'au bout, pour qu'il me fasse un retour sur ma vidéo, qu'il ait envie d'en voir d'autres. Et tout ça, je suis convaincu que ça ne passe pas par les effets de montage, que ça passe pas par les effets de transition, de mouvement de caméra ou je ne sais quoi, que ça passe vraiment par le storytelling, le fond de notre vidéo, c'est-à-dire l'histoire générale, les dialogues, potentiellement la voix off de l'interview. Et ensuite, une fois qu'on est bien au clair là-dessus sur ce qu'on veut raconter dans notre vidéo, là, évidemment, on peut se faire plaisir en s'offrant une bonne caméra, des bons objectifs, en venant travailler une belle lumière, au montage rajouter de la musique, mais d'une manière subtile. En tout cas, ça c'est ma préférence. Je préfère toujours mettre des cuts plutôt que des effets de transition. D'ailleurs, si on prend la version initiale de Bref, la saison 1, eh ben, c'est uniquement des cuts. Certes, qui s'enchaînent très rapidement avec la musique, mais voilà, on a juste un combo musique, cut et bruitage, et ça marche du feu de Dieu. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ma méthode avancée justement de storytelling, comment je travaille mes vidéos pour qu'elles soient captivantes, que ce soit mes vidéos perso, YouTube, ou alors mes vidéos pro pour mes clients, je partage tout ça dans ma newsletter, ça s'appelle Les Coulisses, j'envoie 2 mails par semaine, et si tu veux rentrer dans les coulisses pour recevoir ces conseils, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Il y a déjà plus de 3000 inscrits à cette newsletter, et ils en disent tous la même chose. C'est génial!